Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, plusieurs fidèles venus de différentes contrées. Le village de Niangon-Adjamé célèbre un de ses fils, le cardinal métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dogbo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les fidèles ont prié pour une année électorale apaisée. Un événement incontournable du monde agricole, le Salon international de l'agriculture de Paris, se poursuit. Renforcer les actions pour la souveraineté alimentaire, valoriser les filières et préserver la forêt. Voilà qui guide les pas du ministre, l'État ministre de l'Agriculture à ce rendez-vous important dans la capitale française. Les services de police se rapprochent davantage des populations dans la région du Poro. Le département du Korogo, Sowo renforce sa sécurité avec son premier commissariat de police. Ce poste est mis en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné du ministre fidèle Sarah Soro, président du Conseil régional. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande une paix respectant l'intégrité territoriale en Ukraine. Une paix juste, a-t-il dit, dans le pays. Un message à la veille d'un vote à l'ONU sur un texte américain qui ne mentionne pas cette intégrité. Le village de Niangon-Adjamé et le peuple Atchan ont célébré ce dimanche un des fils, le cardinal métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dogbo. Plusieurs fidèles se sont mobilisés pour cette célébration. C'était en présence du Premier ministre. Les fidèles ont prié pour la paix dans le pays. Franck Wadio, Célestin Frodo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé aux côtés de l'église à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Niangon-Adjamé. C'est dans une ambiance allègre sur fond d'action de grâce par des dons en numéraire mais aussi en produits de la terre qu'à l'appel du peuple Atchan. Les chrétiens venus de partout sont ici pour dire merci à Dieu pour l'élévation à la dignité cardinaliste de Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le Seigneur a fait pour les Tchamans des merveilles. C'est un des plus petits peuples de Côte d'Ivoire. Et ce petit peuple a eu 4 évêques, dont 2 cardinaux. Notre présence voudrait que tout le monde comprenne que même les chefs traditionnels sont aux côtés des religieux pour prôner la paix, l'amour surtout, et la cohésion sociale. Prière pour la paix, mais aussi pour l'amour fraternel, surtout en cette amorce d'année électorale. C'est d'ailleurs l'orientation thématique des différentes interventions. Les textes liturgiques de ce dimanche nous appellent à accueillir davantage la nouveauté du royaume des cieux et à faire une triple expérience spirituelle de foi, d'amour et d'espérance dans le Christ Jésus. D'abord, il nous invite à renouveler notre foi en l'amour miséricordieux de Dieu le Père pour tous les hommes. Pour les échéances électorales qui arrivent, croyez que Dieu qui nous aime et qui nous a donné la coupe est capable aussi de nous donner des élections tranquilles. Mais pour cela, il nous demande de faire comme nous avons fait pour la coupe. Nous étions unis et nous avons prié et nous accorder la coupe. Dans le même élan, c'est aussi inscrit le célébré du jour qui a aussi salué l'initiative pour ce temps de louange. Donc nous prions pour ça, pour que le respect du droit, la recherche de l'intérêt commun nous fasse aller à des élections justes, équitables, transparentes. Je pense qu'il était bon que, revenu de Rome, que je puisse venir dans mon village rendre grâce au Seigneur, avec l'église du village, mais aussi avec l'église diocésaine et avec l'église en Côte d'Ivoire. C'est donc tout simplement dire à Dieu que tout ce que je suis, je le suis par sa pure volonté. Ignace Cardinal Bessi Dogbo, qui a aussi remercié le chef de l'État mandant du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour son soutien constant envers l'Église. Rappelons-le, elle, ordonnée prêtre en 1987 et est créée cardinal depuis le consistoire du 7 décembre 2024 et fait membre du dicaster pour la doctrine de la foi le 11 janvier 2025 par le pape François. Voyons aussi une messe à la paroisse Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux dans la commune de Cocody. L'église était en fête ce dimanche à l'occasion du jubilé d'or de l'association des anciens du petit séminaire de Bingerville. La messe a été présidée par son éminence Robert, cardinal Sarah de la Guinée et plusieurs personnalités. Grâce Cando.
Deux grandes figures de l'Église catholique à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux ce dimanche. Son éminence Robert Cardinal Sarah de la Guinée et Monseigneur Jean-Sylvain Émien, ivoirien, nonce apostolique en Guinée et au Mali. Tous deux formés au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Avec eux, plusieurs autres anciens, dont le maire de Trècheville, Albert Amicha, regroupés en association, ils se sont retrouvés pour célébrer leur jubilé d'or marquant les 50 ans de l'association. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'esprit d'excellence demeure. Et pour ce faire, il y a des contributions à apporter tant sur le plan académique que sur le plan logistique. Sur la promotion 1963, les valeurs que nous avions apprises lors de notre passage au petit séminaire, tolérance, discipline, la recherche de l'excellence, le mieux vivre ensemble, peuvent être des modèles pour les générations futures qui se succèdent au petit séminaire de Bingerville. S'appuyant sur l'évangile du jour, le prélat guinéen a exhorté les fidèles à cultiver les valeurs d'amour, de pardon et de piété. Invitée spéciale à cette messe d'action de grâce, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Nous sommes fiers du travail abattu par nos cardinaux africains, en particulier le cardinal Sarah, qui a un lien fort avec la Côte d'Ivoire. Au-delà d'une homélie, j'ai entendu une véritable catéchèse sur l'amour et la vie du chrétien dans la communauté, dans la société, la vie du chrétien également comme missionnaire de Jésus-Christ. Je suis heureuse donc d'avoir vécu ces moments que je pourrais qualifier de ressourcement spirituel. Ce jubilé d'or des anciens du petit séminaire sera marqué par plusieurs panels, dont le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire et la diplomatie pontificale face aux bouleversements en cours dans le monde. Maintenant, en France, où le salon de l'agriculture de Paris se poursuit, des opérateurs venus de Côte d'Ivoire participent à ce grand rendez-vous dans la capitale française. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a visité les stands ce dimanche. Kobena Kwasi Adjoumani mobilise aussi les investisseurs pour assurer la souveraineté alimentaire et sauvegarder nos forêts. Lanciné Bakayoko est notre envoyé spécial à Paris. Au salon de l'agriculture de Paris, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a encouragé chacun des exposants à montrer les richesses et les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. Les objectifs sont d'au moins deux ordres. Le premier, c'est la souveraineté alimentaire. Les engagements que nous prenons aux côtés de nos partenaires sont en rapport avec cet objectif-là. Et les exposants sont venus avec tous nos produits du terroir. Mais cette capacité d'assurer la souveraineté alimentaire, laquelle repose sur la disponibilité des terres arables, place en second la problématique de la préservation de la forêt au rang d'urgence nationale. Qu'à côté des forêts, il y a aussi des plantations qui permettent à notre pays d'aller en avant, à notre pays de soutenir son agriculture, à notre pays de soutenir son économie, et cela de façon durable. Vous allez voir également à côté de l'agroforesterie des produits qui sortent donc de la terre, les produits vivriers, les produits de rente et autres. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire, ce sera le 27 février, occasion pour les acteurs de vulgariser le savoir-faire ivoirien, notamment en matière de techniques agricoles. Dans ce développement du monde agricole, la sécurité se renforce aussi dans le département de Korogo. Un commissariat de police ouvert à Sowor. Ce poste va marquer davantage la présence des forces de l'ordre dans la région. Une mise en service en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre Fidel Sarasoro, président du conseil régional du Poro à Mississoko. Une nouvelle dynamique en matière de sécurité s'installe désormais dans la sous-préfecture de Sowor, à 10 km de Korogo, sur l'as Korogo-Mbengue, non loin de la frontière malienne. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a procédé à la mise en service du tout premier commissariat de cette localité. Bâti sur 1 hectare et comprenant 9 bureaux, cet édifice est le fruit de la volonté d'un fils de la localité, Ndosulu Yakuba Soro, ex-député de la sous-préfecture de Korogo,
Honorable, vos nombreuses réalisations et œuvres dans la sous-préfecture de Korogo, les années 1980 jusqu'à nos jours, parlent pour vous. Merci et que Dieu vous accorde une longue vie auprès de nous. Cette nouvelle infrastructure symbolise un pas important vers le renforcement de la sécurité de nos communautés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné du ministre Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité et président du Conseil régional du Poro, a présenté le commissaire Patrice Gueye, désormais en charge de ce nouveau poste. Je suis d'autant plus heureux qu'en ma qualité de président du Conseil régional du Poro, cette cérémonie est la deuxième du genre à laquelle je suis convié en moins de 2 ans dans cette région et à la tête de cette région. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la sécurité des personnes et des biens une priorité absolue de son programme de développement. Des cadres comme vous, notre pays en a besoin. Merci d'avoir mis à notre disposition cet édifice important qui est un élément supplémentaire de la sécurité qui constitue l'une des priorités essentielles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour faciliter donc le démarrage des activités, un véhicule et 2 motos ont été offerts au nouveau commissariat par le ministère de l'Intérieur, ainsi que des ordinateurs par le maire de Korogo, Lassina Ouattara. Outre ce commissariat, Ndosulu Yakuba Soro a à son actif à Sowo la construction de la gendarmerie, du lycée moderne et des logements pour enseignants. Et à Paris, en France, l'université américaine Glory University International a distingué 19 personnalités africaines, des acteurs du public et du privé, parmi eux de nombreux Ivoiriens, le ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba, le président du conseil régional du Nzing et sans la taille, Eyo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Ils reçoivent le titre honorifique de docteur honoris causa, une distinction pour saluer leur leadership et engagement dans les activités à fort impact social. Didier Nguessan. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, reçoit la prestigieuse distinction de docteur honoris causa. Comme lui, 18 autres personnalités sont distinguées par Glory University International, sise aux États-Unis, et son partenaire français. Selon l'organisateur, leur parcours d'exception et l'impact sur les communautés ont fait la différence. Les critères, d'abord, il faut candidater. Il faut constituer un dossier, le CV. Vous présentez votre CV au conseil universitaire et le conseil universitaire valide si vous êtes apte à recevoir un diplôme doctorat honoris causa. Cette distinction académique, la plus haute en milieu universitaire, est pour les récipiendaires une reconnaissance, un flambeau à entretenir et à transmettre aux générations futures. C'est une satisfaction totale pour moi aujourd'hui. C'est vraiment le couronnement de tout un parcours professionnel. Nous avons réussi donc à implanter la télévision numérique terrestre et je crois que c'est un exploit qui est aujourd'hui reconnu. C'est un sentiment de joie. On est célébré aujourd'hui sur la plateforme de la France et tout. Bon, je pense que c'est une joie et c'est un honneur. Et je dédie humblement ce doctorat honoris causa au président de la République. Cette université a déjà honoré avec la même distinction d'autres membres du gouvernement ivoirien en 2024, notamment les ministres d'État en charge respectivement de la Défense et de l'Agriculture. Et sur place ici, les acteurs impactent aussi la société, initier les élèves aux notions de droit. Un point au centre de l'entretien entre la ministre de l'Éducation nationale et l'ordre des avocats. Les élèves seront formés sur les notions comme les violences en milieu scolaire et les grossesses en cours de scolarité. Les enseignants aussi vont recevoir les outils nécessaires pour comprendre la loi afin de mieux contribuer à la sensibilisation. Sephora Zegui nous parle de ce projet, La robe à l'école. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire veut prendre une part active dans la revalorisation qui vise à initier les élèves aux fondamentaux du droit en abordant des sujets aussi cruciaux que les violences en milieu scolaire et les grossesses en cours de scolarité. Un projet essentiel qui est la robe à l'école, la robe en tant que robe d'avocat
à l'école pour faire une justice de proximité, pour envoyer le droit à nos élèves, à nos enfants dans les établissements, pour les initier au droit, leur expliquer leurs droits pour qu'ils puissent mieux se défendre dans la vie de tous les jours. Pour la ministre Mariatou Koné, ce partenariat est d'une importance capitale. Elle salue l'engagement de l'Ordre des avocats, souligne l'impact direct de ces initiatives sur la protection des enfants et des jeunes. La robe à l'école permet aux enfants de connaître leurs droits, de pouvoir se méfier, éviter certains comportements, intérioriser d'autres comportements. Et pour nous, tout cela permet à l'enfant de se constituer en tant que personne sur laquelle l'État de Côte d'Ivoire peut compter en tant que capital humain. Tout cela participe de la formation du capital humain de notre pays. Voilà. Et donc nous voulons féliciter Madame le bâtonnier, l'encourager dans ses activités et souhaiter que ce projet-là puisse se dérouler aisément sur l'ensemble du territoire, dans toutes nos écoles, dans tous nos lycées. Le deuxième projet ambitieux concerne l'ouverture d'un bureau d'assistance aux victimes de violences domestiques qui offrira un accompagnement juridique, psychologique aux plus vulnérables. Le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire semble prometteur. Ensemble, ils entendent offrir aux jeunes Ivoiriens les outils nécessaires pour mieux comprendre leurs droits et surtout les défendre. Et justement, dans la formation des cantines scolaires, un programme du gouvernement qui vise à garantir un repas aux enfants tous les jours dans les écoles. L'objectif étant d'assurer à tous les élèves un repas pour faciliter la période de formation. Dans la région de Gbeke, comment fonctionnent les cantines scolaires? Un zoom dans ce reportage de Boubacar Silla dans nos prochaines éditions. Et puisqu'on parle de formation, la Côte d'Ivoire veut améliorer la qualité et répondre aux besoins du marché de l'emploi. C'est le sens de la tenue du Forum international des métiers et des compétences les 10 et 11 février dernier. Le cadre pour promouvoir une formation professionnelle au service du développement. Aujourd'hui à 13h, dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu Kartia Koulibaly de Medeiros, la directrice générale de l'AGFOP. Voici un extrait de l'entretien. Pourquoi le FIMEC ? Parce que tout d'abord, de nombreuses dynamiques sont menées actuellement pour mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, en termes de formation professionnelle. Le chef de l'État considère la formation professionnelle comme un levier puissant sur lequel s'appuyer pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. De nombreuses activités sont menées, mais malheureusement ne sont pas très connues. Donc la première des raisons, c'était pour pouvoir présenter toutes les dynamiques actuelles au sein de la formation professionnelle. Deuxième objectif, c'est que malheureusement, on vient à la formation professionnelle lorsqu'on a échoué. Et alors, ce forum, c'est pour montrer aux jeunes, montrer aux parents que la formation professionnelle, c'est une voie d'opportunité, c'est un premier choix. Et également, offrir aux différents acteurs nationaux et internationaux une plateforme d'échange, une plateforme de partage d'expériences pour réfléchir ensemble aux problématiques de la formation professionnelle. Le bilan, il est très positif pour nous. En termes de mobilisation, nous avons eu plus de 2000 jeunes pour la première journée en présentiel, plus de 1500 la deuxième journée, et ils sont restés avec nous pendant ces 2 journées. Pendant les réflexions, ils ont participé. Donc, en termes de mobilisation physique, il y avait plus de 5000 personnes connectées en direct sur les 2 jours. L'amicale des anciens de la radio-télévision ivoirienne était ce samedi en Assemblée générale. Et Emmanuel Kofi a été choisi par les anciens du RTI. L'organisation met au cœur de ses activités l'entraide, mais surtout ne pas rompre les liens de fraternité de cette famille de la communication. Victor Oyoboué. Le président, M. Emmanuel Kofi. Il a veillé aux destinées de la DESA-RTI dès sa création en 2021. Emmanuel Kofi reconduit à la tête de la DESA-RTI pour les 3 prochaines années, avec Adel Djedje et Lydia Kwa au commissariat aux comptes. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de l'amicale des anciens de la RTI. Les anciens de la RTI entendent profiter pleinement de leur retraite, mais une retraite qu'ils souhaitent active par la transmission de leur expertise acquise pour certains pendant 40 années au service de la Maison Bleue. Vous avez vu dans la salle l'intérêt
et la contribution qui a été celle de chacun. Pour des retrouvailles, certes, mais nous sommes encore au plan professionnel très actifs. J'ai permis, par exemple, à certains camarades de revenir travailler pour le compte de la radio-télévision ivoirienne pendant la CAN 2024 ici. Nous pouvons apporter non seulement à notre maison, mais à d'autres structures de la place. Ces anciens journalistes, animateurs, producteurs et techniciens, pour ne citer que ces métiers de l'audiovisuel, sont également reconnaissants du soutien des autorités. Il y a la mise en place déjà de la rente viagère que le chef de l'État a bien voulu accorder aux anciens. Nous sommes partis avec 20 personnes, 20 camarades qui bénéficiaient de la rente viagère. Aujourd'hui, il y en a 50. Nous avons donné notre jeunesse à ce pays-là. Je crois qu'ils planchent, ils réfléchissent à la meilleure façon de pouvoir nous aider. On le verra bien dans les prochaines semaines. Soutien réitéré par Habiba Dambélé Saoué et Anoma Kani, représentant respectivement le Premier ministre et le ministre de la Communication. Notre action à vos côtés ce jour s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été bien fait jusqu'à ce jour. Cela est la marque de notre ferme volonté d'accompagner les anciens que vous êtes, tout en vous rendant un hommage mérité pour les années de bons et loyaux services. Avec un tel appui, l'amicale des anciens de la RTI peut voir l'avenir avec plus de sérénité. Du pays maintenant, l'autonomisation financière des femmes et des jeunes est une priorité du gouvernement. Des initiatives en cours, 100 millions de francs CFA de soutien accordés aux femmes et aux jeunes de la sous-préfecture de Thiémé-Lécro. C'est dans la région du Moronou. Un deuxième appui remis par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Le reportage de Soro Corona. En 2020, les femmes de la sous-préfecture de Thiémé-Lécro dans la région du Moronou recevaient un appui en intrants et en semences pour des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. 5 ans après, le gouvernement vient accentuer ce soutien, mais en incluant les jeunes. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, accompagnée de la ministre Miss Belmont Dogo, est à Thiémé-Lécro pour voir le résultat de ces femmes. L'initiateur de cette rencontre, le directeur général du port autonome de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana, fils de la localité, salue cette marque d'attention du président de la République à l'égard des femmes et des jeunes de Thiémé-Lécro. Exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance aux membres du gouvernement qui ont accepté spontanément de reconduire, de renforcer l'action menée déjà en 2020 au profit des femmes de Thiémé-Lécro et mieux, de l'étendre aux jeunes. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté représentait aussi le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion socio-professionnelle et du service civique. Pour Miss Belmont Dogo, ce sont plus de 80 millions de francs CFA investis pour l'autonomisation des jeunes. Le ministère de la Jeunesse mettra en place un projet d'élevage pour un coût de 34 389 000. 50 jeunes et femmes seront soutenus pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus à hauteur de 300 000 par bénéficiaire, soit un total de 15 millions. À ces soutiens aux jeunes s'ajoute un important don de matériel et de numéraire pour un montant de 34 millions de francs CFA aux femmes. En remettant ce don, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto traduit la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara à construire un pays où les femmes et les jeunes comptent. L'attention, la proximité, la disponibilité du gouvernement a toujours accompagné les femmes. En 2020, nous étions à Thiémé-Lécro. Aujourd'hui, en 2025, leur bilan est très bon. Nous avons vu des organisations qui se sont constituées en société coopérative, des femmes volontaires qui produisent aujourd'hui du vivrier. Il faut qu'elles aillent au-delà. Des jeunes formés à l'élevage du porc, des poulets et d'escargots ont reçu leur attestation de fin de formation et bénéficieront également du fonds pour leur installation. Et dans l'actualité politique ce soir, à l'Arcouta, 329 cadres ont décidé de rejoindre le RHDP. Ils ont tous reçu leur carte de militant des mains de Kandia Camara, présidente du Sénat et vice-présidente du directoire du RHDP, d'adhérer à la vision de paix et de développement du parti. Kader Sogodougou. 14 années que Alassane Ouattara préside aux destinées de la Côte d'Ivoire. Le pays, sous son leadership, s'est résolument tourné vers le développement. Les ingrédients qui contribuent à cette renaissance, le travail, la paix et la cohésion.
Une réussite à mettre également à l'actif de son parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Sur le plan politique, les retombées sont légion. La dernière en date, cette adhésion massive au RHDP des cadres d'Ida de Lakota. Ils sont au total 329. Sous son leadership, notre pays connaît une transformation remarquable. La paix et la stabilité sont consolidées. C'est pourquoi nous, cadres et ressortissants d'Ida de Lakota, avons choisi en toute conscience et en toute responsabilité de rejoindre la grande famille du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui est le RHDP. L'initiateur de cette cérémonie a vu sa tâche allégée par toutes ces réalisations du président de la République à travers toute la Côte d'Ivoire. Au niveau du bitumage, où Lakota était la lanterne rouge au plan national, nous connaissons aujourd'hui une toute autre réalité avec plus de 10 km octroyés à la ville. Et maintenant, comme vous le constatez, les travaux sont en cours. En termes d'électrification, le taux de couverture de Lakota est supérieur à la moyenne nationale avec plus de 80% de villages connectés au réseau électrique national. La marraine de la cérémonie, Kandia Kamesoko Kamara, présidente du Sénat, par ailleurs vice-présidente du directoire du RHDP, tout en félicitant les nouveaux militants pour leur courage politique, les met en mission pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous féliciter déjà pour le climat de paix qui règne ici. Nous voulons qu'il y ait la paix parce que nous avons un idéal. Nous sommes en train de travailler. Les 329 militants ont reçu leur carte RHDP. En culture, cet hommage, le cinéaste ivoirien Roger Nyuambala a été immortalisé ce dimanche à Ouagadougou, une stèle dévoilée dans la capitale burkinabé. Les responsables du FESPACO par cette action mettent en lumière le travail abattu par le réalisateur en matière de cinéma, Roger Nyuambala, décédé en 2023, lauréat de l'Étalon d'or du Yenanga en 1993 avec son film Au nom du Christ, Issa Tchonayo. En 1993, la Côte d'Ivoire remporte l'Étalon d'or du Yenenga au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec le film Au nom du Christ. L'auteur de ce sacre, Roger Nyuambala, il est immortalisé à Ouagadougou à travers une statue, comme d'autres icônes du 7e art du continent, lauréat également de l'Étalon d'or du Yenenga. Le représentant du ministère de la Culture et de la Francophonie ne cache pas sa satisfaction. Pour lui, cela démontre la vitalité du cinéma ivoirien. Nyuambala en Côte d'Ivoire est une sommité du monde cinématographique. Alors, lui dédier une statue démontre un peu l'intérêt que toute l'Afrique lui accorde en termes de cinéaste africain. Son passage sur la terre a mentionné que ce monsieur a formé, ce monsieur a éduqué via le cinéma. Yensié profite de l'occasion pour parler de la coopération culturelle entre les deux pays. Nous sommes très liés depuis les traditions depuis des siècles. Et donc, que la Côte d'Ivoire vienne participer à un événement organisé par le Burkina Faso, je pense que ça va de soi. Vous savez qu'en matière de cinéma, il y a une telle interaction entre les acteurs ivoiriens et les acteurs burkinabés qu'on ne saurait ne pas vraiment saluer ce dynamisme-là qui fédère ces deux pays. C'est le lieu de rappeler que la 29e édition du FESPACO a ouvert ses portes ce samedi 22 février 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour une semaine. Le Tchad est le pays invité d'honneur. Voilà, Roger Nyuambala, donc ainsi immortalisé à Ouagadougou par cette statue. Et Souleymane Doni Songo nous conduit dans un tour du monde de l'actualité. Dans le 7 sur 7, voici ce qui a marqué cette semaine en information. Les rebelles du M23, appuyés par des soldats rwandais, occupant désormais les postes frontaliers et les bâtiments administratifs de Bukavu, affirment vouloir rétablir l'ordre et protéger les populations. Kinshasa dénonce une occupation illégale et réclame des sanctions contre Kigali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors du sommet de l'Union africaine, a insisté sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit.
Le Rwanda a annoncé le mardi dernier la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique pour la période 2024-2029 en raison de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis quelques années. Le cinéaste malien Souleymane Sissi, pionnier du cinéma africain avec une carrière de 50 ans, est décédé à l'âge de 84 ans. Il fut le premier cinéaste noir africain à remporter un prix pour un long métrage au Festival de Cannes en France. Il a remporté le prix du jury en 1987 pour Hélène, La Lumière, et en 2023, les Carrosses d'or pour Finin, Le Vent. Le diplomate américain Marco Rubio n'a pas pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est tenue en Afrique du Sud cette semaine. Il s'agit de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des principales économies du G20 dont l'Afrique du Sud occupe la présidence depuis décembre dernier. Une transition de 5 ans renouvelable est approuvée à l'unanimité des 716 délégués présents lors des assises nationales du Niger. Cette décision pourrait être réévaluée en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Un acte salué par le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, qui a réaffirmé son engagement à conduire cette transition dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Hamas a libéré 6 otages israéliens samedi. Parmi ces otages figurent 3 Israéliens kidnappés. Israël, de son côté, devrait accorder la liberté à 602 Palestiniens. C'est le 7e échange d'otages et de prisonniers entre les deux parties. Il s'inscrit dans le cadre d'un cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. Le secrétaire général de l'ONU a appelé ce dimanche à une paix juste en Ukraine qui respecte l'intégrité territoriale du pays. Avant le vote à l'ONU sur un texte américain qui ne mentionne pas cette intégrité, il fait cette déclaration à la veille du 3e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Et ajoutons pour terminer, élections législatives en Allemagne. Selon les premières estimations, les chrétiens démocrates de la CDU et CSU arrivent en tête des législatives avec 29% ce dimanche. Le parti d'extrême droite AfD fait une percée historique avec 19,5%, soit une hausse de 9 points par rapport au scrutin de 2021. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Régis Kofi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngouran. Ce soir, le stade nous apprend que le soleil n'est jamais trop chaud quand on cherche l'ombre. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.